Mesdames, Messieurs de la presse, avec Francis Vallat, nous présentons à vous ici aujourd'hui pour évoquer les assises de l'économie maritime et du littoral qui se tiendront tout près les 3 et 4 décembre, à la fois sur Montpellier et à la fois sur Sète. Si vous permettez, je voudrais, en introduction, vous dire un peu d'où on vient, par rapport, cher Francis, aux assises. Et puis, si vous le permettez, il vous reviendra à vous d'évoquer les assises en tant que telles, mais je voudrais dire un peu d'où on vient de ce côté-là, parce que la chose n'est pas banale. Et si on en est là, ce n'est pas non plus par hasard. C'est un peu tout cela que je voulais évoquer avec vous en début de propos. C'est une longue démarche, mais dont on avait quelques certitudes pour vous accueillir, cher Francis, déjà il y a 1 an. Ce n'était pas fait, mais on sentait bien qu'on était sur la bonne voie. Je m'étais un peu avancé, puisque, monsieur le maire de Sète, j'étais chez vous il y a 1 an, exactement en novembre, où je disais qu'à 90% de chances, nous accueillerions les assises de... On était ensemble, cher Marc Chevalier, également. Donc, ce boulot est fait. L'an dernier, elles étaient à Biarritz, l'année avant à Dunkerque. On avait suivi de ça de très près, nous, la région Languedoc-Roussillon, au point où j'ai noté que nous étions la première région qui a adhéré au cluster maritime français que vous présidez. Alors, pour nous, cet événement représente aussi une reconnaissance nationale. Elle représente une reconnaissance nationale parce que d'abord, c'est la première fois que ça a lieu en Languedoc-Roussillon, que jusqu'à présent, globalement, dans l'esprit français et européen, le Languedoc-Roussillon, c'était pas la Bretagne ou autre. C'est-à-dire, dans la tête de certains gens, ici, nous n'étions pas un pays marin. Or, les choses ont changé et ont changé très vite. Et nous serons heureux, en accueillant les 1500 décideurs, qui seront là le 3 et 4 décembre, de se présenter devant eux aussi, en disant ici, voilà de nouveaux territoires maritimes. Voilà une façon différente, certes, mais importante, et nous y sommes venus très rapidement. Bon, ce travail, je le conçois, il a trouvé son apothéose avec le Parlement de la mer. C'est cela qui a concrétisé, je dirais, ce travail, cet énorme travail engagé. D'ailleurs, souvenez-vous, cher Francis, vous étiez venu l'an dernier nous apporter votre soutien lorsqu'on a lancé le Parlement de la mer. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de monde dans la salle du quorum. Je m'étais engagé à fédérer et rassembler la communauté maritime. C'est fait avec l'Assemblée du Parlement de la mer. Je m'étais engagé à créer et animer un réseau maritime. C'est fait avec le Forum du Parlement de la mer. Ce forum, c'est en gros 1000 personnes qui adhèrent et qui instantanément sont au courant de tout ce qui se passe en termes de décisions, d'événements sur notre Méditerranée. C'est-à-dire que c'est un énorme rassemblement permanent. Voilà ce qu'est aujourd'hui ce Parlement de la mer qui a mis toutes les voiles dehors, et c'est vrai qu'il avance très vite. Elle nous permet de positionner le Languedoc-Roussillon sur l'échiquier maritime français et plus européen. Et avec votre venue, avec ce temps du 3 et 4 décembre, où ces 1500 personnes qui sont, je dirais, habituées à se rencontrer dans ce cadre-là, elles verront physiquement ici, à Montpellier, à Sète, que cette région s'est donné les moyens d'embrasser la Méditerranée. Bon, tout cela a commencé avec Marc, avec Sète, les investissements, la marche en avant du port de Sète.
avec la nouvelle, les investissements, 7 c'est 300 millions quand même au passage, la nouvelle c'est 200, le petit port de Port-Vendre c'est une trentaine, on vient lundi, j'inaugure la grue, la nouvelle grue qui a été mise en place là-bas, ça bouge, ça c'est la façade qui crée le lien avec le canal du Midi, avec le canal du Rhin-au-Rhône, qui irrigue, qui pénètre les terres. Bon, la dernière, j'ai fait part à l'État que je voulais acheter les phares de la région. Je considère qu'on est dans l'ordre du symbolique, mais pour bien montrer que le phare est connu des marins, il indique la terre. Et moi, le phare s'est loupé sur une chose, il faut qu'ils indiquent aux terrestres qu'il y a la mer. Et ouais, 3 millions d'habitants dans le Roussillon. Tout est symbole, mais tout commence par le symbole. Mais derrière, il y a des actions de fond, des actions économiques qui doivent avancer là-dessus. Et puis, je le dis, sur des économies comme la Plaisance, où sur 7, nous lançons 2000 anneaux supplémentaires dans une région qui en manque affreusement, mais qui sont de gros vecteurs économiques, je le sais, avec la conchyliculture, avec la pêche, avec la formation, nous en parlions ensemble, de nos jeunes. Hier encore, je lançais justement tous ces éléments qui nous permettent de former les jeunes. Si vous voulez qu'il y ait développement économique, l'acte numéro 1, c'est la formation adaptée aux métiers, adaptée aux entreprises qui sont sur place. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne découvre pas tout ça. On est en train de le propulser. Bon, Didier Codorniou, à la tête de la commission, conseil régional, m'aide beaucoup, et Hélène Giral, qui est à l'économie, et tout cela avance totalement. On considère que c'est une économie comme une autre, mais celle-là, elle est liée au maritime. Voilà quelques éléments pour vous dire que tout cela n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire on s'est hissé à ce niveau, et les assises de l'économie maritime vont nous permettre d'aller encore plus loin dans cette impulsion. On parlait de chiffres dans notre réunion de travail tout à l'heure, cher Francis. Ben, aujourd'hui, il n'y a aucun chiffre sur ce que représente l'économie maritime méditerranéenne. Alors encore moins du Languedoc-Roussillon. Bien tout ça, nous sommes en train de lancer les études qu'il faut, les travaux qu'il faut pour en avoir connaissance, pour savoir d'où on part, où est le potentiel et comment ça nous permettra d'avancer. Avec ce qu'on a fait sur le port de Sète aujourd'hui, je suis capable de vous dire que Sète, c'est 1352 emplois générés. Je suis capable de vous dire que c'est 238 millions d'euros de richesses créées chaque année. Tout cela, il y a quelques années, on était incapable de le dire, mais parce que jamais il y a eu un travail fait à l'échelle des statistiques, enfin, à l'échelle économique de notre pays. Et donc, nous le voulons parce que c'est des points de départ. Donc, quand je disais que votre venue n'est pas le fruit du hasard, elle est le fruit de cette construction rapide, je l'accorde, avec son apothéose du Parlement, mais c'est tous ces éléments qui nous permettent aujourd'hui d'avoir pu vous proposer que Montpellier 7, la région de Roussillon, soit terre d'accueil de ces assises. Cher Francis, je vous passe la parole parce que c'est important pour la presse, je pense, avant qu'elle nous pose des questions, de savoir un peu, au-delà des échanges, au-delà des travaux, qu'est-ce qui se passera le 3 et le 4 plus précisément. Je me permets comme ça de vous passer le flambeau de la parole. Merci beaucoup, Président. Merci de cette introduction qui, je pense, aura intéressé beaucoup d'entre vous et qui me permet de témoigner, d'abord de dire que je suis très très heureux d'être reçu pour la Xème fois grâce à mon ami Marc Chevalier, mais à l'hôtel de région ou par les responsables de la région, au premier chef par vous, donc c'est la 3e fois, la 2e en réalité après le Parlement de la mer, et de témoigner qu'effectivement, même s'il y avait déjà des collectivités locales, et c'est intéressant, parce qu'il y a, comme vous dites, il y a des régions dans l'inconscient collectif qui paraissent plus maritimes, mais la première région à avoir bougé au niveau de l'activité économique que cherche à doper le cluster maritime français, la première, ça a bien été votre région. Et vous avez été pionnier, ça a fait des jaloux, et depuis, donc... oui, parce que vous êtes breton et vous en avez parlé, les Bretons.
C'est ça? Non. Enfin, oui, j'ai un peu de sang breton, mais non, je tiens justement à dire, d'autant plus. Donc depuis, la région Bretagne est en train d'adhérer, la région du Nord, Pas-de-Calais a adhéré, Pays de Loire adhère. Donc vous voyez, vous avez été des pionniers, et je tiens bien à marquer ce rôle de pionnier que vous avez eu sur ce plan-là aussi. Et effectivement, donc le fait que les assises de l'économie maritime se passent ici, ce qui avait été vu avec nos amis et partenaires des marins et des échos, en fait essentiellement du marin et du groupe Ouest France, était totalement justifié. Je vais y revenir tout en disant bien que c'est d'abord que ces assises de l'économie maritime, depuis l'année 2007, depuis leur fusion en fait avec les Journées nationales de la mer, où le président de l'Institut français de la mer, que j'étais à l'époque, et les responsables du groupe Ouest France, essentiellement entre ces deux entités que ça s'est décidé, ont décidé de fusionner des événements qui étaient séparés jusque-là. Et on a commencé en 2007 à Marseille, et l'euphorie des participants était telle, le succès était tel, qu'alors que nous nous étions dit, bon, on se rencontre pour faire un enfant, qui seront ces assises de Marseille, mais après chacun reprend sa liberté. On n'en avait plus le droit, tout simplement parce que ça a été un élan formidable. Et ensuite, il y a eu Brest, Toulon, Dunkerque, Biarritz, à chaque fois donc 1300 participants. Et quand on parle de 1500 participants ici, il y a un pari qui est en cours, qui me concerne, donc c'est moi qui prends le plus gros risque en fait, puisque nous sommes dans une région qui justement est particulièrement motivée, et Dieu sait que malheureusement ça fait déjà un bout de temps que je suis vieux, donc j'en ai vu des choses, et je suis très impressionné par cette création du Parlement de la mer, par le monde qu'il y avait ce jour-là, malgré des difficultés de bus ou autres, par le suivi que vous avez donné ensuite, enfin moi j'étais au lancement, mais à ce Parlement, par l'existence de ce forum, et par toutes les initiatives que je ne vais pas détailler ici, mais dont nous avons parlé juste avant cette conférence de presse. Donc je dirais, évidemment, nous n'avions pas été sans remarquer le rôle très dynamique, extrêmement dynamique que jouait votre région. Et puis comme toujours dans la vie, il y a des histoires d'hommes et de personnes, je veux dire, enfin hommes et femmes, il le fit, au sens de la Bible. Et il est évident que les contacts que j'ai eus aussi, je tiens à le saluer à l'époque avec Marc Chevalier, avant de vous approcher, voir ce qu'il en pensait, donc qui est le président de l'Institut français de la mer, de la région, etc., ont eu une influence évidemment déterminante. Moins en tant que président du port sud de France, qui est 7, que donc à ce titre de cette institution pour laquelle il m'a fait le plaisir d'accepter d'être administrateur depuis des années. Et puis, il y a, si vous voulez, ce qui montre encore l'importance de ces assises, c'est qu'en définitive, non seulement il y aura la présence du chef de gouvernement qui viendra nous dire, nous parler des travaux qui ont eu lieu la veille, et vous imaginez bien qu'ils sont en cours, ces travaux. Nous travaillons énormément avec le gouvernement sur tous les fronts en ce moment pour que justement il y ait du contenu dans ce conseil interministériel de la mer qui va se tenir, qui devait se tenir aux assises même, ce qui montre l'importance de ce choix gouvernemental est très significatif. C'était évidemment pas un hasard, c'était une volonté d'être là ce jour-là, etc. Et la seule raison pour laquelle je vous le dis, ça se fera finalement la veille à Paris, c'est qu'il y a un tel travail qui se fait que finalement 15 ministres sont impliqués dans la préparation du Conseil interministériel de la mer. Et là, on a accepté l'excuse, comme vous l'auriez accepté en disant oui, c'est quand même vrai. C'est plus facile d'avoir des séances de travail avec 15 ministres à Paris que de les faire tous descendre, etc. Mais alors, cela dit, vous en aurez quand même... Francis, je suis à l'aise parce que je n'avais pas prévenu la presse sur ça. J'avais fait bouche cousue. Donc, ils ne savaient pas qu'il y avait éventuellement cet événement qui pouvait se produire. Ça fait que vous n'avez pas eu l'occasion de l'annoncer les uns et les autres. Ne m'en veuillez pas, je vous ai fait une cachotterie. Je me disais qu'à 15 ministres, ils préféreraient un développement durable rester à Paris. Absolument. Et nous faire part de leurs résultats. Réduire l'empreinte carbone et augmenter l'empreinte maritime, c'est un bon programme, on pouvait l'accepter. Donc ils vont venir, le Premier ministre sera là le 3 matin, et sur la durée, donc nous aurons quelques ministres pour les départements maritimes les plus importants qui seront là. Mais je voulais le souligner surtout parce que c'est aussi, quelque part, c'est un autre hommage rendu à cette maritimisation de votre région. Alors, maritimisation, ben, c'est un bon mot pour la transition, c'est que
ce que j'ai à vous dire sur le fond, et puis après on répondra aux questions, je ne vais pas m'étendre trop, c'est la maritimisation du monde est une chose absolument extraordinaire dont nous parlerons. Vous avez le programme, je pense Philippe que le programme a été donné sous tous ses aspects, tous les aspects des activités maritimes. La photo à l'instant T est absolument incroyable de l'importance de l'activité maritime dans le monde entier. C'est ce couple mondialisation, maritimisation, alors certains le regrettent parce que ça crée certaines délocalisations, d'autres s'en réjouissent parce que pour un pays comme le nôtre, ça crée aussi beaucoup d'opportunités. En tout cas, c'est un phénomène qui est là, il faut en être, il faut y participer. Les régions du littoral ont une chance particulière. Et pour vous donner une idée, si vous voulez, des enjeux qui sont en cause, déjà aujourd'hui, ça c'est la photo à l'instant, l'économie maritime au niveau mondial, c'est la deuxième activité du monde, c'est 1500 milliards d'euros. Je sais, la première étant l'alimentation, tout ce qui est alimentaire, c'est loin devant tout ce qui est air, espace, communication, qui font 800, 600 millions d'euros, etc. La deuxième activité mondiale, je le dis au passage, c'est la drogue. La troisième, pardon. Mais cette activité maritime, non seulement est déjà la deuxième du monde, mais est appelée à devenir, là-dessus, tous les experts s'accordent, tous les experts, tous les professionnels, à augmenter de 1000 milliards dans les 10 années qui viennent. Or, notre pays, croyez-moi, c'est notre spécialité, on travaille à ça du matin au soir, le cluster maritime français, avec 5000 dirigeants et cadres d'entreprises qui sont passés dans nos groupes de travail depuis 2006, avec des initiatives permanentes sur le sujet, tant en France qu'en Europe, puisque j'ai l'honneur de présider aussi le réseau des clusters européens, où il y a 17 pays. La France a tous les atouts pour prendre au moins 10% de cette croissance, 10, 12, 15%. Aujourd'hui, c'est un secteur qui pèse 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si on en prend 10% de cette croissance dont je vous parle, ou 12%, on peut, dans les 10 ans qui viennent, doubler ce secteur. Non seulement en chiffre d'affaires, mais encore plus important au niveau des emplois qu'il représente. Et peu d'entre vous savent, je suppose, qu'en termes d'emploi direct, je dis bien direct, c'est très important, parce que dès qu'on parle d'emploi induit, ça devient confus, les gens ont plutôt tendance à se survaloriser, etc. Et en ne parlant que des métiers maritimes, c'est-à-dire sans parler des industries portuaires, sans parler du tourisme du littoral, bien des métiers du maritime, alors que le tourisme du littoral est un énorme levier, en particulier pour la magnifique région qu'est la vôtre, que ce soit bien clair. Mais le maritime pur, selon nos critères à nous, si vous voulez, c'est le seul qu'on considère. Un hôtelier ici fait le même métier qu'un hôtelier à la montagne. Néanmoins, c'est très très important pour l'économie du pays, bien sûr. Donc 310 000 emplois, c'est plus que toute l'automobile en France. Peugeot, plus Renault, plus Citroën, plus les équipementiers, etc. Donc à partir du moment où c'est un secteur qui s'identifie clairement, et là vous avez bien raison, c'est la base de tout. Il faut identifier ce que représente l'économie maritime à l'aune d'un territoire, s'organise, se développe. C'est un secteur qui est un outil formidable pour un pays et donc qui peut doubler, comme je le disais, dans les 10 années qui viennent. Et ça, bon, je vais prendre qu'un exemple, je pourrais vous parler toute la journée et vous démontrer la puissance de ce phénomène de maritimisation qui est absolument incroyable. Ça a commencé quand Vasco de Gama a passé le cap de Bonne-Espérance et d'un seul coup a détruit la puissance de Venise. Ça a commencé quand le cabotage est né, a détruit les grandes phares. Les bateaux sont un outil d'une efficacité absolument incroyable. Aujourd'hui, sachez que pour transporter 20 tonnes de marchandises de Chine sur Le Havre, qui est un port de destination prioritaire pour les conteneurs, ou sur Anvers, 20 tonnes, ça coûte moins cher qu'un seul billet d'avion en classe économique pour un passager. Donc la Chine est à notre porte. Je disais tout à l'heure, on se rappelait avec Marc, un aspirateur, un réfrigérateur donc, qui vient de Chine. Le coût du transport est moins cher que le coût du même réfrigérateur entre, par exemple, Paris et Romorantin. Donc la maritimisation est un phénomène qui a une puissance incroyable. Il faut être dans le coup. Et par ailleurs, la Terre, je terminerai là-dessus, la mer, pardon, on le sait bien, hein, est l'avenir de la Terre, d'une planète bleue qui devient aussi une planète économiquement bleue. Et comme elle est l'avenir de la Terre, à tout point de vue, cosmétologie, nourriture, minerais, etc., évidemment, il faut faire ça en la protégeant. Et là, encore,
il y a des filières et des compétences qui en France sont absolument exceptionnelles. Je ne vous donnerai qu'un seul exemple. On sait très bien que l'avenir est aux minerais qui se trouvent au fond des mers. Je ne parle pas des nodules polymétalliques. Quand j'avais 20 ans, je faisais déjà des notes sur les nodules polymétalliques, et je pense que mes arrière-petits-enfants, quand ils auront 20 ans, ils en feront encore, parce qu'on ne voit pas très bien comment ça peut être. Mais vous avez ce qu'on appelle des mélanges sulfurés, des sources, etc., de minerais, de tous les métaux, y compris les métaux précieux, de terres rares, qui aujourd'hui est un métal stratégique détenu à 90% par la Chine, donc c'est très très important. On sait que les concentrations sont telles, jusqu'à 6 fois de plus qu'en terre, que ça pourra être, comment dirais-je, exploré et valorisé à des conditions économiques, je dirais, dans les 5-10 ans qui viennent. C'est un marché qui représentera des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros. Tout ça à des conditions donc respectueuses de l'environnement. Et c'est un exemple. Mais je tiens à vous le dire. Vous disiez ce matin, il faudrait tant quand même qu'on insiste sur les bonnes nouvelles. Qui sait qu'aujourd'hui en France, c'est absolument, je crois que ça n'est jamais arrivé en fait. Il s'agit d'une filière pour laquelle il y a 10 phases de travaux entre l'exploration et l'exploitation de ces minerais dont je vous parle, pour lesquels déjà aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Et dans chacune de ces 10 phases de travaux, la France a un leader mondial. Alors il y a d'autres pays qui ont des leaders mondiaux pour certaines phases. Je pense à des groupes comme Technip, CGG, bien entendu l'Ifremer, Groupe Bourbon, etc. Donc, dans chacune des phases, nous avons des leaders mondiaux. Autrement dit, nous sommes capables d'aller voir les autres pays qui s'intéressent à ces minerais, la Corée, la Russie, la Chine, l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre, etc., en leur proposant au menu ou à la carte de travailler pour eux. Et c'est très, 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 très générateur d'emplois. Un groupe comme Technip, il y avait 15 000 employés il y a quelques années, je ne sais pas très bien, mais 5-6 ans, ils sont aujourd'hui plus de 30 000. Donc vous voyez, on a là des atouts qui sont des atouts fantastiques. Il faut être dans le coup, il faut suivre ce qui se passe sur le maritime. Alors, vous me direz que vous êtes moins concerné peut-être par les questions de minerais, mais la parabole quand même vaut le parallèle. Parabole, il ne faut quand même pas me prendre pour le grand, mais le parallèle vaut le coup parce que ce sont des secteurs dont personne ne parlait encore il y a quelques années, et vous, pour d'autres secteurs, votre région a des atouts vraiment particuliers. Donc pour toutes ces raisons, on est vraiment très très heureux de venir dans votre région, d'être accueilli par vous personnellement, et au travers de ce programme que vous avez, de vous montrer à quel point vous avez raison de vous tourner vers le maritime. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, Francis Valade. Pour la presse, y a-t-il des questions, des compléments, des précisions ? Assises. L'enjeu de ces assises, c'est national et même au-delà. Européen. C'est un peu la base de fonctionnement de la France, ce phénomène que vous décrivez, la victimisation. Est-ce qu'il y aura également des points spécifiques à la région abordés? Oui, oui, et il y aura des représentants de la région dans les tables rondes, dans le programme que vous avez. Alors des points spécifiques, on ne va pas traiter. C'est devenu en fait le premier événement maritime d'Europe, hein, au dire de la Commission même. Ce n'est pas nous, ces promoteurs qui le disons, nous aimons citer que ceux qui le disent à notre place, bien entendu. Il ne nous a pas échappé qu'il y a un certain nombre de problématiques importantes qui concernent cette région, au niveau de la pêche, au niveau du tourisme, au niveau... Bon. Et donc, effectivement, il y aura des problématiques qui vous concernent très directement et avec des représentants de votre région. Mais il y a une dimension de plus en plus qui va s'affirmer au fil des années. On le sait depuis le départ. Ça fait partie de la stratégie. D'abord, bien inscrire ce mouvement en France, c'est fait. Commencer à l'ouvrir au niveau européen, c'est fait. On couple ça avec une autre initiative pour laquelle je travaille aussi avec Philippe Fourier, le coordinateur qui est là, hein, de l'organisation matérielle et qui est aussi commissaire général du Salon Euro-Maritime que je préside et que nous faisons ensemble. Enfin, c'est lui qui travaille. Et je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs, mais oui, donc le côté européen est véritablement en train de s'affirmer. La commissaire chargée des affaires maritimes, qui s'appelle Maria Damanaki, à Bruxelles, a témoigné à plusieurs reprises du fait que sur ce plan, la France était en pointe, ce qui était intéressant. Et puis vous me permettrez de dire aussi un mot, ou
pourrait parler de l'initiative du cluster maritime français, qui aujourd'hui quand même est parti, et ce sera ma dernière phrase, est parti à 30 entreprises, dont 15 sont venus par fidélité, et 15 autres en se disant, je ne sais jamais si ça marche, il vaut mieux être dedans. Aujourd'hui, il y en a 330. Hein, il y a un dynamisme formidable. Le modèle est reproduit dans des pays étrangers et a donné naissance à ce réseau des clusters européens. Et c'est évidemment, pour les assises, une dimension qui fait partie de la stratégie, qui s'étend jusqu'à devenir internationale. On a d'ailleurs déjà eu dans le passé des représentants des US Coast Guard américains, mais étape par étape. Sur les interventions plus régionales, nous avons 5 personnes d'ailleurs qui siègent au Parlement de la mer, qui à la fois viendront témoigner, débattre, apporter leur connaissance. Je pense notamment à cette particularité, parce que je sais que ça étonne nos lycées de la mer. On a 2 lycées de la mer ici, tout ce système de formation des jeunes, depuis l'éducation nationale jusqu'à la formation professionnelle. Il y aura des participations. Après, sur tout ce qui touche à la pêche des Lurano, il sera aussi, parce que c'est une pêche particulière, et on en a beaucoup souffert, et ce n'est pas un lieu de revendication, c'est surtout pas ça, c'est un lieu de prise de conscience également, en partie, au-delà de tout le commerce, au-delà de tout cela, ben, il y a ces spécificités sur les 2 jours qui se retrouveront, et d'ailleurs quand vous feuilletez, je dirais, le programme, il est de ce point de vue-là assez riche et rempli. Et quand vous parlez du lycée maritime de Sète, par exemple, je peux vous dire, nous sommes en joint venture, en partenariat amical, très amical, même au fil des années avec le marin. Quand on a décidé de faire venir Michel Tudesque, donc, qui est le directeur si les assises maritimes s'étaient passées ailleurs, on aurait quand même fait appel à lui. Parce que sur ce plan-là aussi, le lycée maritime de Sète est d'une qualité qui nous a paru tout à fait éminente. Le plus vieux. Qualité, quantité. D'accord. Est-ce que vous savez que le lycée de Sète a 150 ans? Celui de Canet, il est plus jeune, il a 7-8 ans. Il va être équipé d'un bossoir, une financement à hauteur de 50%, qui va être le seul sur la Méditerranée pour permettre de former, et bien sûr, les marins à se servir d'un bossoir suite à des accidents d'ailleurs qu'il y avait eu sur des bateaux importants. D'autres questions? Sur les ports, M. Valin, est-ce que vous avez dit qu'on peut espérer d'ici une dizaine d'années doubler le chiffre d'affaires du maritime en France? Que vous pesez les ports là-dedans? Et qu'est-ce qu'ils peuvent, en quoi il faut se spécialiser? En quoi, qu'est-ce qui est rentable aujourd'hui pour les ports? Bon, alors premièrement, oui, je vous remercie de cette question. Premièrement, les ports, il y a eu une première partie de réforme qui avait été faite depuis une trentaine d'années. J'étais déjà d'ailleurs, j'avais travaillé avec lui sur le sujet par Jean-Yves Le Drian, et la deuxième partie restait à faire dans des circonstances économiques et sociales extraordinairement difficiles, et c'était recul après recul. Bon, la réforme de 2008 aujourd'hui s'est mise en place, et je suis heureux de vous dire et de témoigner que la réforme de la gouvernance a marché, et aujourd'hui, des grands ports, je vais revenir à la région après, comme Le Havre, Marseille, etc., reconquièrent des parts de marché, en particulier au niveau du conteneur, alors qu'au travers de cette situation catastrophique que nous vivions depuis une trentaine d'années, toute la révolution du conteneur s'était faite sans nous, ce qui fait que du coup, Anvers était devenu, on le dit souvent, je crois que c'est un peu abusif d'ailleurs, le premier port français, mais aussi Gênes, Barcelone, Amsterdam, etc. Bon. Et là, il y a une amorce de mouvement de retour. Alors on ne s'en rend pas assez compte parce qu'on est en même temps en crise économique en Europe, donc les chiffres en valeur absolue ont du mal à monter, et puis vous avez sur certains produits comme le pétrole ou autres, des crises, etc. Mais je témoigne absolument du fait que les ports sont en ordre de bataille, l'ambiance a changé, les personnels et les patrons arrivent bien souvent à avoir des attitudes unies vis-à-vis du reste du monde. C'est très important et très fragile en même temps, parce que notre image était tellement mauvaise, et les ports français étaient évités. Pourquoi? Parce qu'un armateur, quel que soit son sentiment national, pour les Français, mais pour les autres, il faut savoir qu'un armateur de conteneurs, il ne vient pas dans un port où son navire risque d'être piégé. Parce que bien souvent, le lundi, il est à tel endroit, le mardi, il doit être à tel autre, mercredi, donc il ne peut pas y aller. Et la réputation des ports français était telle qu'il ne fallait pas y aller, parce qu'on risquait toujours le risque d'être piégé.
Alors, il faut avoir connaissance de ça. On est en train, mais ça prend 2 ou 3 ans, de rétablir la crédibilité, et on surveille comme le lait sur le feu ce qui se passe, parce que même si vous avez un petit conflit en France, comme il y a eu récemment à Marseille pour porter les valises des paquebots, en Chine, ils ne vont pas garder le détail. Ils disent, tiens, à nouveau, il y a encore un problème dans le port français. Mais ça, on est en train de le surmonter. Deuxième question, quelles sont les chances, etc. Et ensuite, Languedoc-Roussillon. Les chances sont énormes pour la France, du fait, dès que la croissance va revenir, on est vraiment en ordre de bataille, je vous l'ai dit, et à l'aune du siècle, de ce siècle qui sera le plus maritime de l'histoire de l'humanité, plus même que celui des grandes découvertes. J'en ai dit un mot tout à l'heure, à cause de la maritimisation. La France, si vous regardez une carte, elle est placée au bout de la péninsule Europe. Bon. Or, aujourd'hui, l'Hinterland d'un port, c'est plus simplement, ça ne doit plus être, et c'est de moins en moins, la ville, le département, la région, voire le pays, c'est le cœur de l'Europe. Et là-dessus, la France est extrêmement bien placée. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on a des atouts à l'aune du siècle qui sont très importants. Et alors, au niveau d'une région comme la vôtre, nous n'en avons pas parlé, Monsieur le Président, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais j'ai eu une question. Je pense que ce qu'il faut avoir très très clairement en tête, c'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus de port, mais d'ensemble portuaire, de gateways. Hein, le gateway du Rhône, le gateway Aropa, Le Havre, Rouen, Paris, etc. Et il faut absolument, on ne parle plus de port, on parle des problématiques, sont des problématiques de façade, des problématiques de bassin. Voilà. Et aujourd'hui, par exemple, un des gros enjeux sur l'Atlantique, c'est d'arriver à faire travailler ensemble, alors que ce ne sont même pas des régions, les mêmes régions, mais c'est indispensable, Nantes, La Rochelle, Bordeaux. Donc vous voyez ce que je veux dire, quand je passe à la région du Roussillon, où vous êtes bien placé pour certains trafics, pour un tas de raisons, vous le savez mieux que moi, il y a une nécessité absolue de raisonner façade et de coordonner les ports de la Nouvelle, Sète, Port-Vendre d'abord, et puis ensuite, effectivement, il faudra étendre le... Mais déjà, d'abord, au sein de la région elle-même. Enfin, je vois Marc Chevalier qui est plus compétent que moi, et le Président connaît sûrement bien ces problématiques, mais c'est répondre très, très directement à votre question. Hein, L'avenir, c'est le conteneur, ou ça peut être encore les chantiers navals qui sont beaucoup en Asie Est-ce que c'est uniquement le conteneur? Écoutez, une partie de l'activité réparation navale peut revenir en Méditerranée, sans parler de la construction navale, non, et le conteneur, oui, c'est une révolution qui n'a pas fini de produire ses effets. Il y en a pour... Oui, l'avenir est pour beaucoup dans le conteneur. Oui. Le plus gros des échanges au monde, c'est Asie-Amérique. C'est le plus gros. 80% des échanges au monde se fait ça. Et on est sur cette trajectoire. Nous, Languedoc-Roussillon. Je dis même plus France. Certes, la France, on est en France. Mais nous, Languedoc-Roussillon. En fait, tout ça passe à notre fenêtre. C'est là où il y a les perspectives. C'est là où il y a le travail à entreprendre. Je voudrais dire un mot à la suite du propos de Francis Vallas sur la réforme des ports et souligner que la réforme des ports a été extrêmement importante et positive pour les grands ports maritimes, tu as raison. Mais que nos ports secondaires, et je pense au Languedoc-Roussillon, ont été complètement oubliés, puisque la réforme ne s'applique pas à nous. Nous en avons les inconvénients et pas les avantages. Quand je parle d'inconvénients, c'est la pénibilité, la nouvelle convention collective qui va nous coûter fort cher. Et quand je parle d'avantages, c'est que nous n'avons pas la possibilité de transférer nos grutiers aux entreprises de manutention, de transférer notre matériel. Donc on reste dans la situation où nous étions avant. Je le regrette, je le souligne, parce qu'il faudra qu'au niveau peut-être du Sénat et de vous, Président, vous interveniez là-dessus pour qu'on pense enfin à nos ports d'intérêt national. C'est en route. Sur ce plan-là, non mais tu as raison, j'aurais dû le dire, hein, bien sûr. Et tu le sais, le cluster maritime français s'est saisi de cette problématique. On en parle avec Frédéric Cuvillier qui promet qu'il va faire quelque chose. Donc avec l'influence que vous avez, il faut peut-être appuyer sur l'accélérateur, parce que ce que dit Marc est tout à fait juste. La gouvernance est toujours là, mais grosso modo, en conséquence, je ne sais pas pour 7 précisément, mais l'augmentation des coûts de manutention, c'est de l'ordre de 10%. Du fait, pour les ports dits secondaires, et qui naturellement ne le sont pas, mais par rapport aux grands ports maritimes, sans contrepartie. Donc il y a une contrepartie, le gouvernement en est conscient, mais il en est conscient maintenant depuis 18 mois, c'était déjà dans mon discours de l'année dernière, ça n'a pas beaucoup bougé, donc il faut peut-être là-dessus. Mais il reconnaît la problématique, hein, donc c'est... Notre question ou intervention, Madame. La stratégie de spécialisation intelligente qui a été élaborée par la région à la demande de l'Europe
dans le cadre de la programmation des fonds européens, va inscrire, je crois, l'économie littorale parmi les 7 domaines sélectionnés. Oui. Quel élan on peut attendre pour cette économie, pour la filière? Bon, aujourd'hui, ça touchera la filière et ça, je ne souhaite pas, je vais laisser de côté tout de suite quelque chose, c'est les aménagements en Méditerranée. Certains pensent qu'avec l'intervention de l'Europe, aujourd'hui, si vous regardez par rapport au cordon littoral, je parle d'aménagement lié à l'environnement, hein, dans un premier temps, je reviendrai à l'économie après. Certains pensent qu'il faut faire quelque chose, c'est une évidence. À des endroits, ça s'ensable, à des endroits, ça se retire. Mais aujourd'hui, personne n'y voit clair. Je regrette. On a fait faire des investissements à des communes avec de l'argent public, et pas que les communes, à une série d'endroits, et j'en citerai aucun. Mais souvenez-vous, un coup, on nous a fait mettre les digues dans ce sens, un coup à la perpendiculaire. Bref, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui marche. Le problème, il est beaucoup plus général. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans cette partie ouest de la Méditerranée? J'y englobe plus que le golfe du Lion, j'y englobe depuis le Rhône. Quelle est l'influence du Rhône sur nos côtes, sur ce fonctionnement-là, etc. Et s'il y a bien des travaux qu'il faut mener en matière d'environnement, c'est d'abord cette vision globale, que personne n'a aujourd'hui, que la France n'a pas. Et je me refuse à utiliser des fonds européens pour continuer une série d'aménagements qui coûtent très cher et dont on ne sait pas le résultat. Donc, vision globale, côté environnement. Après, sur le plan économique, je considère que la filière maritime sera, de ce point de vue-là, au même niveau que toutes les autres filières économiques que nous manions dans le cadre des programmes opérationnels. C'est-à-dire que nous irons financer, dans ces 50 métiers de la mer aujourd'hui, nous irons financer toutes ces entreprises qui ont partie liée à l'innovation. Hier encore, vous l'avez vu, il y avait parmi nous l'entreprise Outre-mer de la Grande Motte, où vous avez le chef d'entreprise qui aujourd'hui me dit « moi je suis preneur de nouveaux matériaux pour essayer donc toute cette innovation, je fais appel à des labos de recherche pour voir comment j'applique tel matériau plus léger, qui s'use moins, etc. » Nous serons dans ce dispositif de toutes ces entreprises qui vont de l'avant, mais comme nous le ferons pour toutes les autres, là il n'y a pas de particularité, nous les pousserons encore plus, mais elles auront pour la première fois une grande place, c'est vrai. Voilà, j'ai compris votre question à double sens, c'est pour ça que je me suis permis, l'un n'a pas de relation avec l'autre, mais certains veulent me voir mettre des crédits européens sur l'environnement, c'est pour ça que ça ne produit pas du développement économique. Hein. C'est dit. C'est quand même une inquiétude pour la Méditerranée. Je dis ça parce que je vois qu'il y a une ou deux questions, une ou deux tables rondes conseiller environnement. Ici, on est sur une mer très fragile. La question comment concilier le développement économique et la protection des océans. S'il y a de plus en plus de bateaux, il y a de plus en plus de risques en Méditerranée notamment, et ça n'a pas l'air d'être une préoccupation forcément majeure. Ah, vous rigolez? Si. Répondez au niveau mondial, je répondrai au niveau du Parlement de la mer, hein, dites. Je parle en termes notamment de maritime, de circulation maritime, de nombre de bateaux qui vont se développer, des échanges secondaires. Si. Vous avez raison de dire, et encore une fois, nous, notre religion au cluster maritime français, c'est le développement durable, avec les deux termes, que ce soit bien clair. Et donc on est absolument heureux et fiers de représenter ce qui se fait de mieux comme travail industriel ou service ou activité dans le respect de l'environnement. C'est dans cet esprit que je vous réponds. Sans cacher que la Méditerranée est effectivement très menacée, comme toutes les mers fermées ou quasi fermées, comme la Baltique par exemple. En Méditerranée, vous avez aujourd'hui environ 3 milliards de déchets plastiques, on estime à peu près, alors, dont une grande partie sont des déchets individuels. Mais vous avez, comme dans tout bassin fermé, vous le savez bien, il y a un historique en Méditerranée, le Haven et d'autres, etc., les risques de pollution majeure, les dégazages, etc. Bon, sur beaucoup de plans, pas rentrer dans le détail, vous allez être obligé de me croire sur parole, mais au niveau, par exemple, des dégazages de navires, vous savez, du rejet des eaux mazouteuses, etc., des progrès énormes ont été faits, et c'est bien le résultat d'une volonté
politique constante, etc. Au niveau de tout ce qui est émissions de gaz et autres émissions, la Méditerranée fait partie des zones identifiées pour laquelle, je ne rentre pas dans le détail non plus, un certain nombre de mesures, puisque aujourd'hui, et c'est normal, hein, la mer n'a pas de frontières, donc il faut qu'il y ait un minimum d'harmonisation dans les politiques, donc ça se règle beaucoup au niveau européen. Pour les zones dites CK, particulièrement fragiles, vont se mettre en place à partir de 2015. Et je n'ai pas les chiffres en tête, mais la situation, par rapport à ne serait-ce qu'il y a 10 ans, le monde a changé. Alors vous parlez de... J'ai un chiffre au niveau mondial, je ne l'ai pas sur le plan méditerranéen, mais c'est facile de s'en souvenir. Alors que les trafics de pétrole ont beaucoup augmenté, partout, y compris en Méditerranée, il faut bien prendre ça, sur les 20 dernières années, l'augmentation est phénoménale, je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais sur les 20 dernières années, les pollutions pétrolières, qui ne sont pas simplement les grands accidents, hein, ont été divisées par 20. Facile, 20. Vous voyez, il y a énormément de choses qui se font. Et je peux en parler après avec vous. J'ai représenté la France pendant 10 ans à l'Agence européenne de sécurité maritime, qui se préoccupe particulièrement de cette question. Et je pense que Marc, qui est à peu près de la même génération que moi, pourra en témoigner. Si je devais résumer ce que je pense là-dessus, j'étais sûr qu'un jour ou l'autre, ce qui viendra bien, je prendrai ma retraite en ayant vu la victoire de la complaisance. Je suis sûr aujourd'hui, c'est un optimisme raisonnable. Je ne rêve pas, il y aura toujours des scandales, il y aura toujours la mer est plus forte que tout, des naufrages, etc. Mais je pense que la qualité va gagner. On est en train de changer de monde. Et parlez-en à vos amis, ou si vous rencontrez avocats maritimes, pour eux c'est un vrai problème, ils ont un chiffre d'affaires qui diminue. Je répondrai à votre question en 2 points sur l'environnement qui, au contraire, vous me chatouillez quand vous me dites ça. Parce que tout est parti de l'environnement. Et c'est l'économie qui est venue après. Je vous signale qu'au départ, et c'est ma vie politique qui m'y a amené, au départ, c'est la réserve marine de Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Cette réserve que personne n'arrivait à faire fonctionner. Ai-je eu du bol ou pas? Les poissons sont revenus, tout est revenu là-bas, le Mérou, etc. Il n'empêche, en 10 ans, on a remonté on a refait la Méditerranée comme elle était il y a 3000 ans. Voilà. Bon, premier élément. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu l'étendre au droit des Pyrénées-Orientales et de l'Aude. Ça s'appelle le parc marin. Le parc marin, c'est toute une série d'organisations référencées en France qui fait que vous avez ce label, mais qui fait que vous êtes soucieux de certains développements environnementaux équilibrés. Et vient après, dans cet empilage des poupées russes, le Parlement de la mer, on rajoute la donnée économique. Si vous voulez, dans le parc marin, il y a la dominante environnementale et on préserve l'économie qu'il y a. Par exemple, il y a le port de la Nouvelle et il y a le port de Port-Vendre. Au passage, sur la partie terrestre, vous avez une réserve naturelle Sainte-Lucie juste en limitrophe du port de Port-la-Nouvelle. C'est pour vous montrer comment et environnement et développement économique se juxtaposent et ne posent aucun problème. Là, certes, c'est sur la terre, mais c'est au droit de la mer. Et le Parlement de la mer, lui, il a commencé par sa vocation économique et s'inspire de l'approche environnementale, justement, de toute cette histoire passée qu'il y a eu, et notamment son petit cousin, le parc marin. Donc, vraiment aucun souci. Et deuxième élément, ce serait mettre en l'air, si on ne se préoccupait pas de l'approche environnementale, ces économies de la pêche et de la conchyliculture. C'est clair. Alors, on sait qu'on a des progrès à faire là-dessus. On sait que là, comme surtout à bord du littoral, on a des préoccupations. Le poisson bleu, ce poisson qui ne grandit plus, où est la problématique posée? Ce n'est pas qu'à l'échelle du droit de Sète que le problème se pose, c'est à l'échelle de toute la Méditerranée. Est-ce que c'est la problématique des rejets du Rhône dans la Méditerranée, parce qu'on est le golfe du Lion, on ne s'appelle pas golfe du Lion par hasard, hein. C'est le Rhône qui vient taper ici. Est-ce que c'est cette hypothèse? Elle m'inspire beaucoup, mais moi je ne suis pas scientifique, je ne peux pas le dire, et il faut mener, on fait mener certaines études qui n'aboutissent pas là-dessus, tellement la chose est très 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 complexe et compliquée, parce qu'il est dans la mortalité des huîtres, quand vous avez 9 huîtres sur 10 qui meurent dans leur croissance
On voit bien, écoutez, s'il y a les temps de taux, il y avait 18 ou 9 huîtres sur 10 qui arrivaient, ils seraient riches comme Crésus aujourd'hui dans tout ce dispositif. Donc on voit bien qu'il y a des problèmes environnementaux qu'il nous faut les prendre en compte parce qu'ils sont liés à l'approche économique. Donc tout ça est pris. Oui, je crois que Marc Chevalier veut dire un mot. Tu me permets simplement sur ce plan-là de dire que c'est vrai, ce que vient de dire le Président. Moi je vais vous dire, nous pensions que la complaisance allait gagner, et puis sur ce plan-là, à quelque chose malheur est bon. Nous avons été aidés, je ne le dis pas du tout d'une façon scénique, par l'Erika et le Prestige en particulier. Et les paquets Erika 1, 2 et 3, etc. Prise de conscience au niveau de l'opinion publique, prise de confiance, et ça a donné des arguments aux beaux opérateurs dont nous étions, tous les deux armateurs à l'époque, supportant des surcoûts par rapport à une concurrence qui, elle, ne prenait aucune précaution pour eux. Donc ça a pu déclencher un mouvement vertueux. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ce développement économique des conditions respectueuses de l'environnement est né de l'accidentologie. Mais Marc voulait dire quelque chose. Oui, je veux dire quelque chose pour répondre aux journalistes sur la pollution et l'inquiétude qui est la sienne, je comprends, sur la pollution maritime par les navires. Je suis très au courant, parce que j'ai géré avec toi et Jean-Claude Bessot, j'étais président d'armateur, l'accident de l'Erika. Mais il faut savoir que statistiquement, la pollution des navires ne représente que 10 à 15% de la pollution générale. C'est-à-dire que la pollution, elle vient de terre, et non pas des navires. Oui. Hein, et quand le président Bocquin dit la sardine ne grandit pas, ou que les pêcheurs disent le désert de Bobideux, on se demande si les eaux du Rhône ne sont pas le premier facteur. Donc, ayons plus de soucis par ceux qui viennent de terre que par ceux qui viennent de mer, parce qu'on nous dit le président, voilà, il y a tellement de progrès au niveau sûreté, au niveau sécurité des navires, qu'on a réglé une grande partie des problèmes. Et qu'aujourd'hui, même y compris les grandes pollutions de l'Erika et le Prestige, ce n'est que 10 à 15% qui viennent du maritime. Je crois qu'il faut le préciser, parce qu'on a trop tendance à dire les bateaux polluent. Regardez les temps de taux. Le grand problème des temps de taux et les grands travaux, c'est voilà, l'eau qui s'écoule de la terre. D'autres questions? Vous